notre dossier. Nous l'avons intitulé ce soir « Un permis pour la vie ». Point d'interrogation. Alors, le permis dont il est ici question, c'est le permis de conduire, puisqu'en France, on le passe. Et puis, théoriquement, on a le droit de conduire toute sa vie. Sauf que ce principe, il est remis en cause aujourd'hui, notamment par vous, Pauline Déroulède. Il y a 2 ans, un chauffard de 92 ans vous a foncé dedans. Vous avez été amputé de la jambe gauche. Et depuis, vous vous battez pour l'instauration d'un test d'aptitude à conduire, y compris, évidemment, quand on a le permis de conduire. Également présent sur ce plateau, Pierre Chasseret, vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes et nous serons en ligne via Skype avec le docteur Antoine Piot, qui est gériatre. Merci à tous les 3 de votre présence ce soir sur France Info. Alors, avant de vous donner la parole, on va faire un petit détour par notre écran géant et interactif où on retrouve Leslie Cadiou. Bonsoir Leslie. Bonsoir Patrick. Vous allez nous donner quelques éléments d'information sur ce qu'est le permis de conduire aujourd'hui, ce qu'il représente. Effectivement, on va commencer en France. Le permis de conduire en France, il faut savoir qu'il est d'abord probatoire, c'est-à-dire, on a un tout petit souci technique. Il faut savoir que le permis est probatoire pendant 3 ans, c'est-à-dire que chaque année, vous avez d'abord 6 points quand vous l'obtenez. Chaque année, vous obtenez 2 points de plus et au bout des 3 ans, vous avez vos 12 points si vous n'avez commis aucune infraction. Enfin, à quel âge peut-on commencer à conduire ? Eh bien, en France, ça va être à partir de 15 ans, c'est-à-dire avec la conduite accompagnée. Vous pourrez commencer à conduire à partir de 15 ans. Si vous ne faites pas de conduite accompagnée, alors ce sera à partir de 18 ans. Comment obtient-on le permis ? D'abord par l'épreuve théorique, le code qui nous permet de poser 40 questions, 5 fautes maximum, sinon vous êtes recalé. Ensuite, il y a l'épreuve pratique. L'épreuve pratique, elle se fait d'abord en auto-école. Vous devez conduire en moyenne entre 20 et 30 heures avant de passer l'examen final qui, lui, durera 32 minutes avec un inspecteur. Enfin, on va voir si notre petit écran veut remarcher. Non, toujours pas. Ce permis, il est totalement illimité en France, mais sachez que ce n'est pas le cas dans toute l'Europe. Certains pays européens ont des durées de validité temporaires, c'est-à-dire que chaque conducteur doit passer des examens médicaux à peu près tous les 10 ans pour pouvoir valider leur permis. D'autres pays, en revanche, ne font pas non plus une date illimitée, mais obligent certaines personnes à un âge avancé à passer certains examens médicaux, là encore pour valider à partir de 75 ou de 50 ans selon les pays. Comme vous le voyez, Patrice, en Europe, beaucoup de pays ont décidé de trancher pour une durée plutôt temporaire du permis de conduite et non une durée illimitée comme en France. Merci Leslie d'être arrivée au bout malgré cet écran géant qui vous résiste. Et je précise que dans un monde idéal, vous aviez fait faire une magnifique carte d'Europe, voire du monde, dans laquelle on voyait, on pouvait voir. On me dit que ça marche, non ? Ah, ça marchait, mais là, ça ne marche plus. Bon, en tout cas, dans certains pays, ça n'est pas du tout comme en France. Je vois que ça fait sourire Pauline Déroulède. Rebonsoir, Pauline. Bonsoir. Alors, on va rentrer dans le sujet par votre histoire, parce qu'elle est à la fois tragique, évidemment, mais aussi pleine d'espoir et pleine de force. Vous l'avez déjà raconté à plusieurs reprises, mais je vous demandais de le refaire ce soir pour bien resituer les choses. Nous sommes 2 ans en arrière, au mois d'octobre 2018, et vous êtes tranquillement installé sur votre scooter. Vous attendez votre ami, la personne qui partage votre vie, qui est allée acheter des fleurs. Oui, c'était un 27 octobre 2018, et effectivement, j'attendais ma compagne assise sur mon scooter à l'arrêt que j'avais garé sur le trottoir. Et je me fais percuter de dos et en une fraction de seconde, je me retrouve au sol 50 mètres plus loin. Et la première chose que je vois, malheureusement, c'est ma jambe arrachée. On dit que j'étais amputée, mais en fait, j'ai pas eu le choix. Ça a été fait sur le coup. Et c'est vrai qu'il se passe, vous l'imaginez, plein de choses dans ma tête à ce moment-là. Je comprends que ma vie, elle va changer. Je me dis que la Pauline d'avant n'est plus là, que je vais être différente, mais que je suis en vie, malgré tout. S'en est suivi beaucoup d'opérations, puisqu'un accident comme ça, sur la voie publique, ça fait des dégâts, surtout quand ça a été aussi violent que le choc. Et voilà, et au fur et à mesure des mois qui s'écoulent, je pense que ça faisait aussi partie de ma reconstruction. Je devais d'abord me réparer mon corps, parce que je n'étais pas en état de quoi que ce soit d'autre à ce moment-là. Je me suis vraiment posé la question pourquoi ce conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule. J'ai appris quelques jours après mon accident seulement qu'il s'agissait d'un monsieur âgé de 90 ans
Et quand j'ai su ça, je me suis dit, c'est juste ça, c'est tout bête en fait. Enfin, ça aurait pu être évité en fait. Je me suis dit ça tout de suite. C'est vrai que moi, sur le plan personnel, j'avais déjà rencontré le cas de grands-parents qui voulaient continuer à conduire, mais qui étaient quand même dangereux sur la route. Et voilà, têtu, normal, avec un âge avancé, on veut faire ce qu'on veut et c'est bien légitime. Et voilà, cette question de se dire, est-ce qu'il y a des gens encore qui sont dans un certain état qui peuvent conduire. Donc, c'est poser la question, qui est une question qu'on a souvent posée, des seniors au volant, où, effectivement, à partir d'un âge avancé, est-ce qu'il serait raisonnable de conduire ? Moi, tout de suite, je me suis dit que ce n'était pas une chose raisonnable de stigmatiser une partie de la population. Déjà, si on voit ce qui se fait à l'étranger, c'est déjà pas le cas. Et ça ne serait pas juste, ça ne serait pas équitable, parce que c'est ce qu'on se disait avec monsieur, c'est qu'on n'est pas tous égaux sur le plan physique, on n'a pas les mêmes capacités cognitives au même âge. Oui, il y a des gens qui ont 90 ans, qui sont en pleine forme, qui voient bien, dont les réflexes ne sont pas a priori altérés. Et puis vous avez des gens qui sont dans la quarantaine et qui font n'importe quoi au volant. Ça, c'est aussi une réalité. Mais vous avez souhaité lancer le débat d'une vérification régulière des capacités à conduire de toute personne titulaire du permis de conduire. C'est bien ça. C'est ça, en fait, c'est de dire qu'il faudrait mettre en place des tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs. C'est-à-dire, dès l'obtention du permis, tous les 10 ans, on repasserait un test d'une certaine nature, à détailler ensuite. Et effectivement, à partir d'un âge plus avancé, pas à statuer, je ne suis personne pour décider de cet âge-là, mais 70-80 ans, on ferait ce test-là de manière plus rapprochée, tous les 5 ans, puis tous les 2 ans. Alors Pierre Chasseret, lorsque vous entendez d'une part l'histoire de Pauline et d'autre part la proposition qu'elle fait aujourd'hui, quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est que je suis content d'être arrivé en avance. D'habitude, j'arrive toujours à la dernière seconde. Pour participer à un débat à la télé, c'est ça ? Ouais, je suis un fidèle de la dernière minute. Parce que surveiller les conducteurs régulièrement, a priori, ce n'est pas dans l'ADN de la cause que vous défendez. Et là, j'ai écouté, on s'est parlé, on s'est découvert, je n'avais pas vu. C'est une rencontre un peu magique parce que tout nous oppose. Moi, je suis le défenseur de 40 millions d'automobilistes. Raisonnable, responsable. Bien sûr. Le fou furieux ne m'intéresse pas. Et pour ces gens-là, il faut trouver des mesures qui sont acceptables. Il ne faut pas stigmatiser. Il ne faut pas toucher une seule catégorie de personnes. Parce que si on prend les plus accidentogènes, il y a nous, les hommes, il y a les jeunes, il y a les très, très, très âgés. Et puis, en fait, il reste ceux qui posent le moins de problèmes sur la route. Alors, ça ne va pas du tout nous arranger tous les deux, mais ce sont les femmes de 35 à 45. Voilà, grosso modo, c'est de la catégorie des personnes qui ne posent pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un homme et tout à fait prudent. Non, ça veut dire que c'est des stats, voilà, brutes. Et l'histoire que nous raconte Pauline, elle touche ce qui se passe souvent, c'est quand on a une personne très, très âgée qui commet un accident, le débat ressort. Ce débat ne ressort jamais quand c'est un jeune conducteur. Je pense notamment à une association extraordinaire, chacun pourra la découvrir, qui s'appelle Mélodie, Les Clés pour la vie. Mélodie est une association de victimes parce que leur fille de 17 ans est décédée d'un accident mortel de la route suite à de l'alcoolémie. Mais là, on ne se pose pas la question de la remise en question du permis de conduire. Là, on se la pose parce qu'il y a ce côté senior, on se dit que pour nous, c'est loin. Et ce que j'aime dans votre discours, Pauline, c'est qu'il n'y a pas de stigmatisation de l'âge. Il n'y a pas des mesures précises. Vous n'êtes pas en train de vous dire il faut embêter les gens tout au long de la vie. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il va falloir repayer des choses. Non, vous dites selon des modalités qu'on pourrait définir ensemble. Une évolution pragmatique. Et nous, il y a quelques années, avec l'association 40 millions d'automobilistes, on avait fait cette proposition qui valait ce qu'elle valait, qui est peut-être à minima. Peut-être que Pauline la trouvera peut-être pas suffisante, mais je me disais ce qu'on pourrait faire, c'est que cette petite carte permis de conduire, parce que maintenant c'est une carte, il est renouvelable tous les 15 ans. Alors, c'est juste une puce, hein. On vous le renouvelle, quoi qu'il arrive. Il n'est pas remis en question. Et je n'ai pas trop envie non plus de remettre en question la mobilité des gens, parce que derrière la mobilité, il y a du lien social. Et Pauline en a aussi conscience. Mais je m'étais dit, et si on faisait un contrôle de la vue, rien que ça? Contrôle de la vue. Peut-être que c'est l'élément qui permettrait le dénominateur commun de beaucoup de problèmes. Et peut-être que par la vue, on pourrait aller vers une responsabilité familiale qui existe.
Parce que les médecins, de leur côté, j'ai hâte d'entendre notre gériatre s'exprimer, parce que je sais que les médecins traitants, généralistes, ils ne sont pas très chauds pour aller sur le sujet, parce que derrière la patientèle, il y a aussi une clientèle, et que c'est compliqué de dire à son patient, vous ne viendrez plus me voir. C'est un sujet de société sur lequel on voudrait tous avancer, mais où se situe l'alchimie, le point d'alchimie sur lequel tout le monde est d'accord pour que ce projet soit acceptable, accepté par tous. C'est ça la clé de la réussite d'un projet. Mais là, on a affaire à quelqu'un de bien. Moi, je suis en admiration, vraiment. Et vous n'avez pas tout vu, parce que vous avez beaucoup de projets, notamment celui de participer aux Jeux Olympiques 2024 dans la catégorie paralympique, dans la catégorie tennis, évidemment. On va en dire un mot tout à l'heure. Je voudrais, ainsi que vous l'avez suggéré, me tourner vers Antoine Piot. Bonsoir, docteur. Vous êtes gériatre. Vous avez entendu ce que disait Pierre Chasseret. Est-ce qu'il vous paraît, somme toute, justifié qu'au-delà d'un certain âge, alors vous allez nous dire lequel, encore que tout le monde ne soit pas sur la même ligne de départ en matière de santé, il faille surveiller un petit peu le niveau de réflexe, la vue ou je ne sais quoi encore des personnes qui prétendent prendre le volant d'une voiture? Alors moi, je suis médecin hospitalier, donc rassurez-vous, je n'ai que des patients, je n'ai pas de clients. Donc je ne serai pas clientéliste. Donc malheureusement, l'histoire de Pauline, c'est une histoire extrêmement fréquente du quotidien, puisqu'il y a plusieurs milliers de gens qui meurent sur la route tous les ans, et des dizaines de milliers qui sont mutilés. Et si on doit se réfléchir à la population des 75 ans, c'est bien en tant que victime. Parce qu'effectivement, les 18-25 ans, il y a 97 morts par million d'habitants, ce qui est beaucoup plus que les 50 de la moyenne nationale. Et les 75 ans et plus, effectivement, il y a aussi un pic à 85 morts. Mais on ne dit pas s'ils sont victimes ou responsables. Donc quand on dit c'est un facteur accidentogène, l'âge, ce n'est pas forcément vrai. Et la différence majeure, c'est que parmi les plus de 75 ans, un tiers sont des piétons. Donc ils n'étaient pas responsables de l'accident, ils étaient victimes. Chez les 18-25 ans, c'est 6 à 7% seulement. Donc effectivement, s'il y a une action urgente à faire pour la classe d'âge des plus de 75 ans, c'est de les protéger quand ils sont piétons. Donc malheureusement, comme ça a été très justement rappelé, le profil type de la personne accidentogène, c'est un homme dans 3/4 des cas, qui conduit plutôt vite, qui est très sûr de lui, qui est plutôt habile, qui colle aux fesses de celui qui est devant lui parce qu'il veut gagner 30 secondes sur son trajet, et qui regarde son téléphone en même temps parce qu'il doute de rien. Donc oui, il y a peut-être un sujet effectivement sur les aptitudes des conducteurs, que ce soit les aptitudes visuelles, cognitives, de réflexes, sur leur mémoire, etc. Mais si on veut vraiment s'attaquer au problème de la sécurité routière, c'est franchement pas par là qu'il faut commencer. Donc effectivement, si le débat c'est pour ou contre une réévaluation régulière du permis, on peut tous être que pour, en tout cas dans le secteur médical, mais faire des tranches d'âge, et notamment les plus de 75 ans, ça n'a pas de sens médical, ça n'a pas de sens statistique, ça n'a pas de sens tout court, à mon sens. Très bien. Alors, on a vu aussi, Pauline, qu'initialement, vous cibliez forcément, au vu de votre histoire, plutôt les personnes âgées, et que vous-même, votre discours a évolué. Et là, on se retrouve un petit peu en phase avec ce que vient de dire le docteur Piot. Et Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, parce que j'ai vu une image remarquable derrière, un simulateur de conduite. Oui. On en parlait, oui. Que je connais bien, parce que ce simulateur qui est mis en place par un type extraordinaire qui s'appelle Stéphane De Velter, ce simulateur permet d'expérimenter les comportements de chacun. Et le simple passage sur un simulateur, un simple passage permettrait à tout le monde de mesurer où il en est dans ses capacités de conduite à un moment donné. Oui. Et peut-être d'avoir la démarche d'aller vers des leçons de conduite ou un peu plus de recul. Et voilà des pistes qui peuvent être aussi explorées. Et les images que vous avez vues sont effectivement des images tournées dans un simulateur où se sont proposés de venir sur la base du volontariat des personnes du troisième âge pour faire certains tests parce qu'elles se sentaient elles-mêmes peut-être en manque de réflexes ou avec des problèmes. Elles sont rassurées par ce test. Et ça les rassure effectivement de venir et de le tester. Il y a une prise de conscience parfois chez certains. Ils se disent je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Peut-être que de moi-même, je vais ralentir me réguler dans mon rapport
à ma mobilité. Parce que derrière la mobilité automobile, il y a aussi du lien social. Et c'est vrai que c'est là où c'est extrêmement compliqué de mesurer le delta. C'est tout le chantier, de mettre en place, si on met en place ces tests d'aptitude à la conduite, il faut évidemment proposer des solutions alternatives de mobilité. Il est hors de question de laisser les gens sans moyen de locomotion et effectivement de rompre socialement parlant. Donc c'est un vrai chantier. Très bien. Eh bien, merci de votre présence, en tout cas, ce soir sur France Info. Tout de suite, place à l'actu avec les titres. Pauline Déroulède, lorsque vous êtes allée voir les autorités, les pouvoirs publics pour leur expliquer votre projet, on a vu qu'il avait évolué. Vous les avez sentis réceptifs, simplement polis, complètement fermés ? Écoutez, à l'époque, j'avais réagi à une phrase de la part de Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, qui avait dit, à la suite de mon accident qui avait été médiatisé, c'est la responsabilité des familles et la responsabilité individuelle de chacun. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup choquée parce que je m'étais dit que ce n'était pas suffisant comme réponse. Bien sûr, il y a des volontaires qui veulent se faire tester, qui sont conscients de leur état ou pas, mais malheureusement, c'est pas la grande partie de la population. Et du coup, je l'avais rencontré, on avait beaucoup échangé à ce sujet, et il avait été réceptif, je dois le dire. Et voilà, donc c'était un premier entretien. Donc il m'a dit, bien évidemment, que c'était un énorme chantier et que j'étais pas la première à en parler. Et modestement, je lui avais répondu que j'avais, je pense, beaucoup d'énergie parce que j'en faisais un combat pas seulement personnel, parce que, comme je dis souvent, moi, j'ai perdu ma jambe, c'est fini, c'est trop tard. Mais pour les autres, parce que je suis toujours brisée, pour le coup, dès que je vois un fait divers où malheureusement, je sais qu'une personne aurait pu ne pas conduire. Et c'est vrai que depuis cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur, j'ai la chance d'être entourée de plusieurs députés, de diverses familles politiques. C'est ça qui, vraiment, parce que je pense que c'est un sujet apolitique, transversal, qui concerne tout le monde. Et on fait des réunions de travail à l'Assemblée nationale tous les 2 mois. Pour vraiment réfléchir concrètement quels seraient les propos de ce projet de loi, les mesures, quels seraient les moyens pour le mettre en place, et ce fameux chantier de dire quelles solutions on offrirait à des gens qui ne peuvent plus se déplacer. Donc vous avez bon espoir que ça aboutisse, et vous, de votre côté, Pierre Chasseret, alors qu'on pourrait croire que non, je ne veux pas, vous êtes prêt à vous rapprocher des personnes qui travaillent sur le sujet. Mais vous savez, quand on est face à des personnes qui sont intelligentes, pleines de bonne volonté et qui ont envie d'avancer, même à petits pas, pour tendre vers quelque chose qui est une vraie évolution, mais qui peut être contre? À part un fou furieux, personne. Par contre, moi, je vais vous donner où sont les limites. Les limites, c'est qu'on est dans un pays aujourd'hui qui a multiplié les grosses bêtises envers les automobilistes. 80 km/h, prix des carburants, malus automobile, et j'en passe, tous les jours, il y a une nouvelle mesure contre les automobilistes. Et là-dedans, quand il y a une nouvelle mesure qui arrive et qui pourrait être très bonne, eh bien, elle suscite tellement, il suffit de dire sécurité routière pour que les poils de chacun se hérissent en disant « encore une mesure contre les automobilistes ». Et qui est toujours assimilé à la même chose, c'est pour faire du fric. C'est vrai qu'il y a eu des mesures où, quelquefois, il y a de quoi se poser des questions. Mais en revanche, là, le problème de ce type de projet, c'est que sans se mettre dans une démarche extrêmement pointue et subtile, où on écouterait l'opinion pour voir où on peut aller, où sont les réticences, les cas particuliers, parce que le cas particulier de celui qui habite un petit village de campagne, c'est capital. Eh bien, tant qu'on ne passera pas par là, on n'arrivera pas à avoir une vraie évolution. En fait, grosso modo, pour finir, il faut lâcher un petit peu du lest sur l'automobile, sur certains enjeux qui ne sont pas des vrais enjeux de sécurité, pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus intelligentes, à mon avis. Alors, je voudrais me tourner... Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, c'est vrai ce que vous dites, mais je pense qu'il faut vraiment... on sait que la voiture, c'est sacré en France, voilà, depuis longtemps. De moins en moins, en même temps. Oui, mais quand même, ça reste quand même un sujet délicat. On voit avec les 80 km/h, enfin, ça ne sera jamais le moment de toute façon, mais je pense que c'est censé. Et moi, ce que je peux dire aussi, c'est ce que j'ai dit au gouvernement, c'est que l'opinion publique, je pense qu'elle est prête à accueillir une mesure de la sorte. Voilà, encore une fois, raisonnable et recevable pour tous. Mais voilà, il faut vraiment que le gouvernement prenne on va dire, assume ses choix. Moi, je sais qu'ils sont plutôt pas réticents, en tout cas, à ce projet de loi. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en place ce qu'il faut pour que ça arrive. Alors, je voudrais quand même me tourner vers le docteur Antoine Piot. Le cas du patriarche qui continue à conduire et qui fait des bêtises, même si vous avez tempéré tout à l'heure,
Ça existe. La question que je vous pose, c'est Bien sûr, oui, comment parler à une personne âgée et lui dire il va falloir que tu arrêtes là, parce qu'il faut être le fils de Geronimo et de Kissinger en même temps. Il faut être rusé et en même temps très diplomate. C'est compliqué. Quels sont les mots à trouver? Quelles sont les astuces à mettre en place? En fait, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a les personnes âgées qui perdent de leur capacité sensorielle, c'est-à-dire elles voient moins bien, elles entendent moins bien, elles sont plus facilement éblouies la nuit, elles ont moins de réflexes, et souvent qui limitent d'elles-mêmes, voire elles anticipent la limitation de leur trajet. Elles font des trajets de plus en plus petits, elles essayent de se faire accompagner, etc. Ce cas-là n'est pas franchement un problème, et ce qui explique encore une fois que les personnes âgées ne sont absolument pas les plus accidentogènes. Donc encore une fois, si on veut diminuer les mutilés et les morts en France, c'est pas sûr. C'est pas eux qu'il faut cibler. Quand on est confronté au problème dans une famille, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un autre cas plus compliqué. Et il y a un autre cas beaucoup plus compliqué, c'est les personnes qui développent des démences, des troubles cognitifs et qui n'ont pas conscience de leurs troubles. On dit qu'elles sont anosognosiques, qu'elles ne savent pas qu'elles sont malades. Et là, effectivement, souvent, les familles sont emmenées à perdre les clés, à débrancher quelque chose sur la voiture. Non, mais c'est la réalité de tous les jours. Mais souvent, les gens font preuve d'une imagination folle pour limiter effectivement un surrisque sur la route. Mais souvent, ce surrisque, en réalité, c'est des gens qui roulent très doucement, qui sont prudents. Et le surrisque, c'est quoi? C'est qu'ils se perdent. Autrement dit, on les retrouve à 10 km d'où ils étaient censés aller. La famille est inquiète, mais c'est pour eux qu'on est inquiet. Et encore une fois, il y a des accidents. Tous ces accidents sont dramatiques. Mais voilà, quand on est médecin, on se base toujours sur des données rationnelles et on est tous pour plus de contrôle, plus de prudence pour le permis de conduire, mais pas spécifiquement pour les plus de 75 ans, parce qu'encore une fois, ça concerne tout le monde. Et bien avant les handicaps sensoriels, les facteurs accidentogènes, c'est du comportement. C'est du comportement volontaire et pas dû à des déficits médicaux, l'alcool, les médicaments avant de conduire, les somnifères, etc. Ça, c'est un combat pour le coup qui rendrait service à beaucoup plus de personnes. Merci à tous les trois pour ce débat sur un sujet passionné et que vous avez su tenir calmement. Il nous reste 30 secondes, Pauline, pour que vous nous disiez, vous nous détailliez ce qu'est votre grand projet aujourd'hui. Objectif 2024. Les Jeux paralympiques. Vous étiez une joueuse de tennis classée 2-6 avant l'accident. Aujourd'hui, vous jouez dans un fauteuil et l'objectif, c'est les Jeux. Oui, ça, c'est ma nouvelle vie. Voilà, quelques heures après l'accident, je me suis dit je veux faire les Jeux paralympiques. Ça va être mon grand projet, ma raison de vivre, quelque part, de transformer ce drame en quelque chose de positif. Donc, ça fait partie de mes objectifs maintenant. On sera là. Puis moi, je l'amène en voiture. Merci. Ou en transport en commun. Merci à tous les trois pour ce débat. On se retrouve dans quelques minutes. Entre-temps, la météo.